Tout le monde est motivé, tout le monde est professionnel, t'as pas grand chose à faire, c'est pas comme si t'avais la police à faire, c'est pas le centre aéré ou la cour de récré, hein. Les mecs ils sont quand même super pros, enfin heureusement. Personne n'a recadré quoi. Non, personne n'a recadré, ouais t'as pas rangé tes affaires. Non, il n'y a pas ça. Pour introduire Thomas, pour en parler un peu plus de Monsieur Pesquet, on a Hugo Lisoire qui est avec nous. Comment est-ce que tu vas, Hugo ? Je suis comme un gamin. C'est trop cool d'être ici. Tu m'étonnes. Ça fait très plaisir. Du coup, si vous n'avez pas suivi, si vous avez loupé ça, donc du coup, dans 10 jours, Thomas Pesquet s'envole en tant que commandant de l'ISS, ce qui est juste historique. Hugo, tu étais déjà venu nous voir, nous parler d'espace. Là, on s'est dit que ça pouvait être sympa justement d'introduire un peu Thomas Pesquet, ce qu'il avait pu faire, les différentes missions, etc. Thomas Pesquet, donc du coup, l'unique astronaute français de 43 ans, désormais, qui part donc faire sa seconde mission à bord de l'ISS. Déjà, pour resituer un peu comment, parce que c'est pas un parcours hyper classique d'être astronaute, comment est-ce qu'il est devenu astronaute, Thomas ? Il a un parcours exceptionnel, Thomas. Il a 2 passions, l'espace et l'aviation, le pilotage. Et il a su conserver ces 2 passions tout au long de sa carrière et travailler dedans. Déjà, c'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Et du coup, il s'est dit qu'il allait faire un bac scientifique, bac S. Il a eu un diplôme d'ingénieur aéronautique. Et suite à ce diplôme, donc il y a 2 ans de prépa, 3 ans d'études, donc c'est quand même déjà quelque chose d'assez costaud. La petite photo à l'ancienne. Oui, du coup, vous avez la photo du diplôme, classe. Et du coup, il a commencé à faire des stages dans les entreprises du spatial en France, etc. Il a même déjà intégré le CNES, le Centre national d'études spatiales, entre 2002 et 2004. Mais comme je vous le disais, il a 2 passions, il ne peut pas en laisser une pour l'autre. Et, du coup, il était pilote privé à côté. Et en 2004-2005, il change de carrière, il change d'orientation et il se dit je vais être pilote de ligne. Il intègre les cadets d'Air France et en 2005-2006 il devient pilote de ligne sur A320 où il va cumuler des milliers d'heures de vol sur A320. Donc peut-être que dans le chat ou vous-même vous avez été transporté par Thomas Pesquet en avion. La classe. Ça c'est ouf. Parce que là du coup il a l'air de partir sur un pilote de ligne somme toute assez classique. À quel moment justement il a l'opportunité de repasser Alors, en 2008, il va trouver une annonce de job qui est peu commune. Tout simplement, elle est donnée par l'Agence spatiale européenne qui cherche des astronautes. Et il s'est dit, sur LinkedIn. Annonce de stage. Annonce de job comme ça. Mais attends, mais ils les connaissent. Ça, c'est con, peut-être ce que je veux dire, mais ils les connaissent pas tous. De quoi ? Les astronautes. Entre guillemets, ils connaissent pas. Tous les Non. Tous les gens qui ont fait des études. En fait, t'as pas d'études pour devenir astronaute. Oui, mais juste. C'est l'aérospatial que. Oui, c'est vrai. Il faut juste un master en sciences ou un diplôme de médecine et avoir plus de 18 ans et je crois que moins de 55 ans ou moins de 50 ans et tu peux. C'est ça la demande. D'accord, ok. Ouais. Donc. Attends, mais donc c'est. Après, il y a un truc pour nous, quoi. Ah non. On va en parler. C'est un master de sciences là, et c'est parti. Ingénieur, je crois. C'est-à-dire qu'il me reste 2 ans de un master, moi. Il y a une nouvelle sélection là qui va démarrer. On va en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Ok. Et donc du coup, lui, il décide de postuler en 2008. D'après ses dires, il y croyait pas trop. Mais il y a eu plus de 8800 candidatures, une sélection ultra drastique avec des centaines de tests psychologiques, tests physiques. Et au final, il a fait partie des 6 sélectionnés. Donc il y avait 2 Italiens, un Allemand, un Britannique, un Danois et un Français, Thomas Pesquet. Oh, le boss. Incroyable. Ça a été quoi, justement, sa préparation avant ses premières missions ? Parce que j'imagine, changement de voie, il se retrouve là-bas, comment ça se passe ? Là, il a été un peu moins chanceux que ses compères parce que c'est le dernier de sa génération à être parti dans l'espace. Lui, ça lui a pris 6 ans. Donc, il a répondu à l'offre en 2008. Il commence son entraînement en 2010. Donc déjà, ça vous donne le temps du processus de sélection. Ouais. Et de 2010 à novembre 2016, il va se tenir prêt pour sa première mission spatiale. Wow. Donc là, c'est énormément d'entraînement. Ça va de l'apprentissage du russe, parce que le russe est la deuxième langue parlée dans la Station spatiale internationale, jusqu'à comment on utilise les toilettes dans la station. Faut connaître tous les boulons de la Station spatiale internationale. Il faut également faire des entraînements dans des milieux hostiles, dans des grottes, former l'esprit d'équipe, etc. Il faut aussi apprendre son architecture de lancement. Lui, il est parti, par exemple, du Kazakhstan, donc il faut connaître le vaisseau, comment il est fait, le vaisseau russe, la fusée, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi toutes les préparations d'expérience qui se font sur Terre aussi un peu avant. On le voit juste en train de marcher tel un boss. Juste tel un boss. Vraiment, tel le boss qu'il est. Donc du coup, ça amène toute cette attente au premier vol, première mission. Première mission en novembre 2016, du coup, pour la mission Proxima. Il va partir pour 6 mois dans la Station spatiale internationale. Donc c'est là où il a été très, très médiatisé. Il a posté des photos de sa mission sur Twitter quasiment tous les jours. Et là, on peut le voir justement dans la Station spatiale internationale.
Il a participé à plus d'une centaine d'expériences pour le compte des agences spatiales partenaires, mais aussi de l'ESA. Plein d'expériences différentes, par exemple comprendre la mécanique des fluides dans l'espace pour savoir comment les carburants se comportent dans un satellite. Tout simplement, il avait une mission là-haut où il y avait des liquides dans des sphères qui tournaient et on observait le comportement des fluides. Donc voilà, il a fait plein d'expériences. Comment, par exemple, une expérience toute bête, c'était de savoir si l'eau à la surface à la Station spatiale internationale était potable. Et tout simplement, ils ont mis un système en place pour tester l'eau, quoi. Donc, du coup, il revient après tout ça, donc mi-2017. Là, ça y est, donc il va partir, comme on le disait, dans 10 jours. Première fois historique qu'un Français est commandant de bord de l'ISS. Ça va consister en quoi, cette mission ? Alors, cette mission, elle a deux particularités, justement, tu viens de le dire. Thomas Pesquet va être, pendant son séjour dans la Station spatiale internationale, commandant de la station. Donc, ce sera lui qui fera la dernière décision opérationnelle en cas, par exemple, d'urgence. Il aura aussi... on va dire le bien-être de l'équipage, et il faut s'assurer aussi de l'ordre. La responsabilité de l'équipe. Voilà, donc c'est une grosse responsabilité. Aussi, et ce sera le premier Français à faire ça, le 3e Européen, je crois. Et ce sera le premier Européen à voler sur un vaisseau Crew Dragon de SpaceX depuis les États-Unis. Donc ça, pareil, c'est une grande première aussi pour ça. Et il va repartir 6 mois pour faire encore des tonnes d'expériences. Donc là, il y a des expériences qui sont trop marrantes. Par exemple... je ne sais pas si vous connaissez le blob, c'est un organisme unicellulaire qui se développe sous forme d'un rond en laboratoire. Ben là, ils vont en envoyer un dans l'espace pour voir comment il se développe. Parce qu'ils ne savent pas trop, justement, et les scientifiques se disent que ça va peut-être former des tubes. Des nouilles. Ça part en nouille, plein d'expériences de ce type, parce que c'est vrai que ça sert à ça avant tout, c'est de tester comment les choses réagissent dans l'espace. Merci Hugo pour cette petite introduction, si jamais vous n'étiez pas trop calé en Thomas Pesquet. Et je crois, mesdames et messieurs, que ça va être l'heure, en direct de Houston à la NASA. Thomas Pesquet qui est avec nous ce soir. Est-ce qu'il est là? Thomas, est-ce que tu nous entends bien? Ouais, je vous entends très bien, vous m'entendez? Parfaitement. Merci beaucoup. Fantastique. Merci énormément d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. C'est un vrai plaisir. Je t'ai tutoyé d'entrée de jeu, ça te dérange pas, pardon? Non, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude de tutoyer les gens assez rapidement. Eh ben écoute, c'est parfait. Ça fait trop plaisir ici depuis Paris. Première question, Thomas, comment est-ce qu'on se sent 10 jours avant un lancement dans l'espace? On se sent bien, tu sais, ça fait 1 an qu'on s'entraîne, donc le plus gros est derrière nous, on a fait la majorité du boulot, c'était ça le but, d'avoir un peu de marge à la fin. Maintenant, on met un petit peu les touches finales surtout, tu sais, c'est quand même dans un déménagement quand tu as fait le frigo et le lit et le piano, il te reste juste les petits bibelots à remettre à leur place, on en est à peu près là, quoi. Donc on sera prêt, je pense, en temps et en heure. On essaie de ne pas attraper le Covid d'ici le 22 avril, ce serait quand même un peu dommage. Et du coup, on est en quarantaine médicale et puis ça va bien se passer. C'est la 2e fois que tu pars. Est-ce que t'as moins de crainte, moins de peur que par rapport à la première fois? Est-ce que ça a changé des choses? C'est quand même aller dans l'espace. Ouais, tu sais, il y a pas beaucoup de gens qui vont dans l'espace. C'est pas pour frimer que je dis ça, mais c'est pour dire que t'as pas l'expérience quand tu y vas la première fois. Tu sais pas trop à quoi tu t'exposes. Donc tu y vas à la fleur au fusil, t'essayes d'être le plus en forme possible, de savoir le plus de trucs possible, et puis tu y vas, quoi. Puis tu verras bien. Et puis après, tout est un peu une surprise une fois que t'es là-haut, même si t'es préparé. La 2e fois, tu sais exactement à quoi t'attendre. Donc c'est un peu plus réfléchi. C'est comme, je pense, c'est comme tu gagnes le titre de champion France de foot ou je sais pas quoi. La 2e fois, c'est plus compliqué parce que tu sais qu'il va falloir se faire mal, tu sais que voilà, il y a des moments où ça va être dur, donc il faut retrouver la motivation, quoi. Mais à part ça, après avec l'expérience, je pense que c'est aussi bénéfique. Comment est-ce que ça s'est passé la préparation aux États-Unis? Est-ce qu'il y a eu des différences par rapport à un décollage à Baïkonour? Ouais, carrément, tu sais, déjà la météo, tu sais, Cape Canaveral, c'est un peu les tropiques, la steppe de Baïkonour, c'est quand même pas la même limonade, en hiver, c'est moins 40, en été, c'est plus 40. Mais non, tu sais, on passe d'un système, c'est marrant parce qu'on fait un peu le grand écart, on passe d'un système qui existe depuis les années, 60, 70 quasiment, le Soyouz russe qui a fait ses preuves, 198 lancements de suite sans problème, c'est le truc le plus fiable qui existe dans le monde du spatial. Mais du coup, on fait la même chose, on fait les choses exactement pareilles depuis, tu vois, une fois que ça marche, les Russes, tu changes pas, quoi. Donc on fait tout exactement pareil quasiment depuis Yuri Gagarin. Et là, c'est un truc complètement nouveau, ambiance un peu start-up, tu sais, nouvelle technologie, tout le monde a 25 ans ou 28 ans dans les équipes de SpaceX, et ça va archi vite, quoi. Tu donnes ton feedback le mardi, le mercredi matin, ils ont changé le software du Crew Dragon, quoi. Donc c'est vraiment un peu différent, mais du coup, je suis content de faire les deux.
Est-ce qu'il y a une appréhension supplémentaire à voler sur une fusée qui a déjà été utilisée et comment vois-tu, toi, la réutilisation ? Eh ben, je sais pas. Et déjà, Hugo, bravo, j'ai appris des trucs dans ton résumé. C'est vraiment pas mal fait. Il y avait des choses que je savais même pas. Mais non, écoute, on a le débat assez souvent. Tu sais, il y a deux écoles. De toute façon, le risque, il est toujours calculé. Je veux dire, tu mets des mecs dans une fusée, tu dis, là, tu as une chance sur 250 que ça se passe mal, c'est calculé. Je veux dire, t'en sais rien, t'as pas les statistiques. C'est pas comme l'aviation civile où tu as 1 million de vols tous les jours et là, tu peux faire des statistiques. Donc, bon, c'est quand même un peu, tu sais jamais trop. Et là, avec au moins les composants, ils ont marché une fois, si tu veux. Alors après, du coup, ils ont un peu tapé dans leur durée de vie. Est-ce qu'ils vont toujours marcher mieux ? Je sais pas. Moi, je me dis que ça a bien marché une première fois. Il n'y a pas de raison que ça marche mal la deuxième. Par rapport, tu avais une question, je crois, Charles, Oui, par tout à rapport à ça. fait. Moi, ma question, c'est mon amie Florence Porcel, d'ailleurs, il me semble que tu connais, qui me l'avait posée tout à l'heure, qui m'avait demandé qu'est-ce que ça te fait de partir pour la première fois, du coup, avec une agence privée, puisque SpaceX, c'est la première agence qui va permettre de décoller sur le sol américain, puisqu'avant, du coup, on décollait plutôt en Russie, puisque c'était eux qui savaient le faire. Ouais. Alors, ouais, écoute, c'est pas vraiment une agence SpaceX. Tu sais, ça reste une entreprise. Donc, l'agence, c'est la NASA. Hein. C'est quand même eux les donneurs d'ordre. C'est eux qui décident des programmes. Et après, ce qu'on a fait avec SpaceX, ce qu'ils ont fait la NASA, parce que nous, on n'a pas grand-chose à voir avec ça, mais c'est de dire, plutôt qu'avant, tu sais, avant, la NASA ou l'ESA, on faisait tout l'engineering et puis on disait à des entreprises comment construire la navette spatiale. Tout ça, c'est toujours les Boeing, Lockheed Martin, les Airbus du monde qui faisaient ça. Hein. Là, le seul truc qu'on a fait, c'est qu'on a changé un peu le curseur. On a dit, voilà, au lieu de faire tout le boulot et vous faites la construction, on vous donne juste en gros le cahier des charges et puis vous débrouillez quoi. Total freedom pour la conception, mais c'est quand même pas eux qui décident si tu veux. Et c'est vrai que ça brouille un peu les lignes parce que Elon Musk il en rajoute un petit peu là-dessus. Techniquement ils sont super bons, mais c'est pas Elon Musk qui demain décide d'aller coloniser Mars. Hein. S'il y a un programme international où toutes les agences se mettent d'accord pour y aller, lui il est là pour fournir les services nécessaires et ils sont super forts techniquement, mais c'est pas eux qui décident des programmes internationaux. Longue réponse hyper longue, tout ça pour te dire que c'est quand même vachement sympa de partir avec quelque chose de nouveau. Tu sais, dans le spatial, souvent, on veut de la fiabilité maximum. Ça veut dire qu'on veut des trucs qui ont été testés. Et c'est pour ça qu'on a de la technologie un peu vétuste, en fait. Les gens hallucinent parce qu'ils se disent c'est le spatial, ça doit forcément être moderne. Non, justement, jusque-là, ça l'était pas. Mais là, on a fait un peu ce saut-là. Enfin, ils l'ont fait. Ils ont eu l'audace de le faire et ça marche bien. Donc, tant mieux. Non, moi, je suis plutôt content. Par rapport à ça, du coup, cette fois-ci, par rapport à ton premier voyage, tu vas être commandant de bord de l'ISS. Sur ta mission, qu'est-ce que ça va changer ? Hugo nous le disait tout à l'heure, tu vas être en charge, mais dans le concret, il va y avoir beaucoup de changements ? Écoute, au début, ça va pas être moi parce que tu sais, on se passe le flambeau. À chaque fois qu'il y a un changement d'équipage, en fait, on change de commandant. Alors là, on a un peu d'habitude l'ordre, ça succédait vachement régulièrement parce que c'était Soyuz après Soyuz après Soyuz. En gros, tous les 3 mois, tu avais un changement. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec le Crew Dragon, ça a été un peu retardé au début. C'est un nouveau système, si tu veux, donc on n'était pas certain de la date. Mais au final, il se trouve que ça a marché comme ça. Au jour le jour, tu sais, tout le monde est motivé, tout le monde est professionnel. T'as pas grand-chose à faire. C'est pas comme si t'avais la police à faire. C'est pas le centre aéré ou la cour de récré. Hein. Les mecs, ils sont quand même super pros. Enfin, heureusement. Personne n'a recadré, quoi. Non, personne n'a recadré. Ouais, t'as pas rangé tes affaires. Non, il n'y a pas ça. Mais en fait, le seul truc à faire, c'est que, et c'est pour ça qu'on prend un mec ou une fille expérimentée en général, c'est que la première fois quand tu es dans la station, tu as ton emploi du temps de la journée, tu es au taquet, tu es absorbé, tu fais de ton mieux, etc. Et tu vois pas vraiment ce qui se passe autour de toi, ce que les autres ils font. Parfois, c'est bizarre, hein, mais il y a des journées où tu vois même pas, il y a un membre d'équipage, tu vas pas le voir de la journée, alors que pourtant c'est un environnement fermé, etc. Mais t'es pas dans les mêmes modules, tu es concentré sur ton truc, tu parles au sol, tu bosses et tout. Et en fait, quand tu es commandant, tu peux pas faire ça, parce qu'il faut que tu saches plus ou moins ce que font les mecs, est-ce qu'ils ont des difficultés, est-ce qu'il faut aller aider, est-ce qu'il faut mettre un peu d'huile dans les rouages, c'est ça un peu le boulot. Dans la vie de tous les jours. Tu fais aussi le relais avec le sol, tu appelles au téléphone les gens au centre de contrôle et puis tu discutes des trucs. Et par contre, quand il y a une urgence, là, c'est comme en avion, c'est toi qui donnes le rythme et puis là, il n'y a pas à tergiverser, faut faire la réponse maximum efficacité. C'est toi qui as la décision. Question peut-être un peu bête, mais est-ce que tu as une activité préférée ? C'est vrai que je me demandais par exemple sur les sorties extravéhiculaires. Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse, qui t'excite un peu ? J'imagine que c'est pas au quotidien. Comment ? Non, on n'en fait pas souvent. En fait, c'est vrai que c'est un peu l'image d'Épinal des astronautes, mais au final, on en fait le moins possible parce que quand tu sors de la station, on t'augmente les risques à mort. Dans la station, on est protégé par nos parois en métal, là, tout va bien. Quand tu vas te mettre dehors, c'est quand même pas la même rigolade.
Mais c'est ce que tout le monde a envie de faire parce que c'est quand même super cool. Si tu veux, si tu as la chance d'être à l'avant de la station, tu as l'impression de voler tout seul dans l'espace. Ça, c'est une sensation complètement dingue. Un truc que j'ai pas fait la première fois, c'est que tu sais, il y a un bras robotique qui fait 17 mètres, qui est articulé dans toutes les directions là. Il peut manipuler des charges à l'extérieur de la station, mais il peut aussi manipuler les astronautes. Tu mets une petite plateforme dessus, tu t'accroches par les pieds. Et après, le truc, il va te bouger. Alors là, faut quand même avoir un peu confiance parce que tu clips un peu tes talons. Bon, t'es accroché et le truc, il fait 17 mètres. Hein. Tu imagines, 17 mètres, c'est quand même, c'est quoi? C'est 5 étages, ou 4 étages, je sais pas. Donc, t'es au sommet d'un espèce de poteau de 5 étages, t'es accroché par les pieds. En dessous de toi, il y a la station spatiale, puis en dessous de toi, il y a 400 km de vide. Donc, ça, c'est une bonne sensation. Je l'ai pas fait la première fois. C'est incroyable. Sensation. Pour des humains lambda comme nous, c'est vrai que ce que tu nous dis, c'est assez fou. Justement, par rapport à ça, tu nous parlais du lien entre les membres de l'équipage, etc. Comment ça se passe votre journée, dans le sens, est-ce que quand il y a un moment où vous avez fini votre journée, vous vous retrouvez, vous faites des activités en commun, ou alors il n'y a pas du tout ça? Un petit quams. Ouais, alors tous les soirs c'est belote. Voilà, c'est ça, tous les soirs c'est belote. On fait les mêmes blagues. Ah là là. Oh là là, c'est classe. Mais non, écoute, c'est minuté en fait à bord de la station. Tous les matins, ça commence à 7h30, on va dire. Grande conférence avec tous les centres de contrôle partout dans le monde, en Europe, au Japon, en Russie. Tu passes en revue le plan de la journée, tu réponds aux questions qui ont été posées la veille, tu donnes les infos dont il y a besoin. Et puis voilà, tout le monde part faire son boulot. Tout ça, c'est géré par les gens au sol. Hein. Tu as ton emploi du temps. 2 heures de sport, 2 heures d'allemand et puis 2 heures de maths. Enfin, non, c'est presque ça, quoi. Et tu fais comme ça pendant toute la journée et jusqu'à environ 19h30, 19h45, 20h le soir. Et le soir, on clôture la journée avec la même conférence et après, t'es libre, quoi. Donc, en gros, le soir, après 8h, 8h30, t'appelles ta famille, tu dînes, tu discutes. Mais en général, alors on se croise toute la journée, on mange ensemble le soir parfois, mais il y en a toujours un qui est plus ou moins au téléphone parce qu'en fonction du décalage horaire, tu sais, sur 6 ou 7 membres d'équipage, il y en a un qui appelle la Russie, l'autre qui appelle le Japon, etc. Et 2 fois par semaine, le vendredi et le samedi soir, on mange toujours tous ensemble. Ouais. C'est une tradition parce que sinon, en fait, si tu le fais pas, si tu te forces pas à le faire, tu te rends compte que en un mois, tu te retrouves jamais tous ensemble alors que t'es dans le même bateau, quoi. Ah, j'imagine. Moi, je voulais savoir, Thomas, si on se projette un peu au-delà de ta mission, là, est-ce qu'entre astronautes, vous commencez à parler du programme Artemis, du retour sur la Lune? Est-ce qu'il y a une émulation par rapport à ça? Est-ce que toi, tu te vois même en orbite autour de la Lune d'ici quelques années? Ouais, alors on a décidé que ce serait moi entre nous. Je tiens à annoncer sur Popcorn, ça me fait plaisir que vous le sachiez en même temps que tout le monde. Non, mais ouais, on en parle évidemment parce que, tu sais, parce qu'il y a pas mal d'activités à bord de l'ISS qui préparent la suite vraiment, hein, où on répète des scénarios, des technologies, où il y a même de la recherche scientifique sur nous, sur les humains dans l'espace, comment ça va se passer quand il va falloir qu'on reste 900 jours. Pour faire un aller-retour vers Mars ou des trucs comme ça. Ça bosse beaucoup aussi dans les agences. Hein. On sait que moi, j'ai ma collègue Samantha, italienne, qui était le représentante de l'équipage pour les modules européens de la Gateway, une espèce de station autour de la Lune, qui fait partie d'Artemis. Côté américain, c'est pareil. On a des collègues qui ont déjà volé dans l'espace, qui sont intégrés dans les équipes d'ingénieurs pour préparer tout ça. Donc, non, c'est la réalité. C'est des programmes qui se préparent 10, 15 ans à l'avance. Donc, c'est toujours un peu bizarre de dire que c'est la réalité alors que ça existera dans 10 ans ou 15 ans. Enfin, non, là, c'est quand même plus proche. Mais voilà, mais nous, les astronautes sont intégrés dans les équipes dès le début et c'est bien parce que ça permet de donner le point de vue humain, pas se rendre compte, tu vois, à 3 mois du lancement qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et l'Europe est déjà, du coup, bien impliquée dans Artemis, mais est-ce que toi, tu penses qu'en Europe, on devrait avoir un lanceur avec aussi une capsule habitée et une capacité de lancement habitée depuis l'Europe? Ouais, écoute, moi, alors tu sais, c'est pas moi qui prends les décisions. Hein. Les gens pensent que comme c'est moi qui parfois passe à la télé, c'est moi qui prends. Ce serait bien, j'aimerais bien si c'était moi qui prenais les décisions. Mais c'est pas forcément facile non plus. Après, il y a la vraie vie, la politique, tout ce qui va bien. Mais moi, j'ai le côté facile, si tu veux. Moi, j'implémente les décisions qui sont prises. C'est pas le truc le plus compliqué. Mais non, je pense que ça aurait été bien, si tu veux. Là, ça fait pendant les 10 dernières années, il y a quand même eu un monopole. Je sais pas, c'est le mot, un monopole des Russes pour envoyer des équipages sur la station avec le Soyouz, parce que la navette s'est arrêtée parce que ça coûtait trop cher au final. C'était utile pour construire la station, mais une fois que la station était construite, ça coûtait trop cher par lancement. Si on avait eu un véhicule à ce moment-là, ça aurait quand même ajouté beaucoup de fiabilité, de sécurité au système, et puis on aurait été dans une bonne position. Ça nous aurait après permis d'être encore plus en avance sur Artemis et des choses comme ça. C'est dommage, on a un peu raté cette étape-là.
Mais bon, c'est pas grave. Dans les futurs systèmes, il faudra pas que chacun duplique les capacités. Il faudra que chacun fasse une partie, parce que sinon, ton système il est pas efficace. Si chacun fait une partie avec son expertise, c'est comme ça qu'on ira vraiment plus loin, qu'on retournera sur la Lune de manière un peu plus pérenne et qu'on ira sur Mars. D'accord. Moi, j'ai une dernière question, si je peux. Bien sûr, avec plaisir. On a vu des astronautes de la NASA en photo devant le Starship de SpaceX, justement, au Texas. Est-ce que toi, tu as eu le temps d'aller le voir et qu'est-ce que tu en penses de ce projet ? Alors, on n'a pas pu aller le voir. Malheureusement, on était invité par SpaceX, qu'on bosse beaucoup avec les équipes, mais plutôt en Californie et pas à Boca Chica, au Texas. Je pense que c'est impressionnant. Tu sais, comme tout ce qu'ils font, au début, ça a toujours l'air d'être un peu de la folie. C'est là où je leur tire un peu mon chapeau, parce que quand Musk a commencé à dire, il y a même pas 10 ans, 8 ans peut-être, ou 7 ans, nous on va construire à partir de rien une entreprise de spatiale, et puis on va faire des lanceurs qui se reposent, et puis on va tous vous bouffer, plus ou moins. C'est ce qu'il a dit à Boeing, à Lockheed Martin, à tous les gros du système. Tout le monde rigolait, hein, franchement, tout le monde rigolait. Alors maintenant ils s'en mordent un petit peu les doigts, bon, évidemment, et c'était pareil. Et là, si tu veux, avec Starship, les gens disent mais à quoi ça sert ce truc là, mais c'est un peu pareil. Moi je pense qu'au final ça va marcher. Il y a quand même des innovations technologiques qui sont assez dingues. Il veut rattraper le vaisseau avec la tour de lancement, si tu veux, en le posant sur les petites ailettes qui sont au début. Je fais des trucs complètement. Mais ils vont y arriver, ils y arrivent toujours. Après, encore une fois, il faut que ça s'intègre dans le cadre d'un grand programme international, parce que Elon Musk, il a beau être ce qu'il est, il n'a pas l'argent pour aller coloniser Mars. Personne là, si tu veux. C'est quand on mettra les Américains, les Chinois, les Russes, les Européens, et là, on fera une mission scientifique ambitieuse, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est ce qu'on a dans le viseur, tout le monde est d'accord. Mais avant de faire ça, il faut retourner sur la Lune, répéter nos gammes, parce que sinon on ne sera pas capable. Okay. On en parlait tout à l'heure de l'ouverture de la nouvelle sélection d'astronautes par l'ESA. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de promotion depuis la tienne en 2008, donc quand même ça fait assez longtemps. Quel conseil tu donnerais aux candidats pour la nouvelle sélection d'astronautes ? Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus recherchés, par exemple ? Je pense que le premier conseil, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il faut s'inscrire. Hein. Les gens, ils vont se censurer eux-mêmes, malheureusement. Alors surtout, en plus les filles apparemment que les garçons. Les garçons, ils y vont quand même s'ils n'ont aucune chance. Les filles, c'est le contraire. Alors qu'elles ont toutes les chances, elles n'y vont pas. Donc, il faut changer ça. Il faut que les gens s'inscrivent. Moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, moi, j'ai failli pas m'inscrire à cette sélection, parce qu'au début, je me suis dit, oh là là, astronaute, ouais, mais c'est des trucs de Superman. Et moi, je me suis jamais considéré comme un Superman. D'ailleurs, aucun de mes collègues se considère comme un Superman. Enfin, si, il y en a peut-être un ou deux, mais je dirais pas les noms. Et en fait, il faut juste avoir un niveau minimum dans plein de trucs différents. C'est ça qui est difficile, mais tu as besoin d'être exceptionnel dans rien. Si tu veux. Moi, je ne cours pas le marathon en 2h05, hein, et j'ai pas de prix Nobel de physique ni rien du tout. Donc, comme on l'a dit au début, il faut un master de sciences, il faut être un peu sportif, il faut parler un peu anglais, d'autres langues si on peut. Mais tu vois, il y a plein de gens qui ont ces critères-là. Il faut être un joueur d'équipe, et après, il ne faut pas avoir peur du mec qui a 6 PhD, parce que ça se trouve, il n'aura pas la visite médicale, si tu veux. Ou inversement, le mec qui est champion de France de 110 mètres haies, il parle peut-être que français ou pas très bien anglais, tu vois. Donc au final, des gars qui ont le niveau minimum requis dans plein de disciplines, c'est pas hyper exceptionnel. Donc, faut pas se censurer, il faut y aller, il faut se donner toutes ses chances, et puis on verra bien ce qui marche. J'ai vu aussi que c'était la première fois là, que l'agence européenne ouvrait les candidatures aussi aux personnes handicapées, ce qui était une première. Si je dis pas de bêtises, pense, t'avais une question ? Alors oui, j'ai une question. Alors en vrai, on a des milliards de questions tous, hein, je pense. On a dû trier. On a dû trier vraiment. Moi, j'ai une question qui va paraître un peu peut-être idiote, mais moi, c'est une vraie question que je me pose quand je vois des images de l'ISS, quand je vois des images d'astronautes là-haut, etc. Moi, je me sens un peu sous pression. C'est-à-dire que non, mais je veux dire, je ressens que, évidemment, c'est pas la même atmosphère, etc. Et du coup, je me demandais, est-ce que des fois, il t'arrive, toi, d'avoir un sentiment de sérénité quand tu es à l'ISS ou quoi? Est-ce que tu as un sentiment où parfois tu es juste bien, tu ne penses plus au fait que oui, tu es dans l'espace, tu es là-haut, tu as beaucoup de choses à faire, etc. Est-ce que tu te laisses aller à toi-même? Je sais pas si c'est très clair. Non, si, c'est plutôt clair, mais moi je suis peut-être pas la personne la plus indiquée pour ça, parce que moi j'ai tendance à bosser tout le temps, si tu veux. C'est même un peu un défaut, parce que je sais pas me relaxer, si tu veux. Le soir, je suis là, tiens, si j'allais bosser. Okay. Et la première mission, non, mais je suis content que tu poses la question, parce que la première mission, effectivement, je m'étais mis la pression. Tu sais pas combien de fois tu vas aller dans l'espace. Déjà, tu as de la chance d'y aller une fois. Si tu veux, il faut quand même une sacrée série de miracles, hein, pour aller dans l'espace, hein. Médicalement, techniquement, politiquement. Si je te fais la liste de
des choses qui peuvent mal se passer tous les jours, elle est longue comme le bras. Donc que tu arrives là-haut, c'est quand même un truc qui en soi est complètement étonnant et les statistiques sont contre toi quand même. Donc une fois que tu y es, tu essaies de faire le max. Et moi, je voulais vraiment tout faire, faire des vidéos, faire des photos, appeler tous mes potes et toute ma famille parce que je savais pas si j'allais avoir l'occasion de le refaire. Donc vraiment, j'étais tout le temps avec une liste de choses à faire dans la tête. Et au final, bon, j'ai fait plein de trucs, c'est bien, mais au final, j'ai presque aucun souvenir j'ai des photos, mais j'ai pas de souvenir, tu sais, c'est comme quand tu vas en photo et tu vas en vacances et tu prends tout en photo, au final, tu t'as pas l'expérience pour toi. Et la deuxième mission, alors j'ai un peu la pression parce que maintenant les gens me disent il va falloir remettre des photos, hein. Je dis mais attends, je vais aussi essayer de prendre un peu de temps pour moi et comme tu dis, aller me mettre dans la coupola, me faire un café, lyophilisé, et puis juste être un peu peinard et puis regarder la terre qui défile avec rien dans la tête, quoi. C'est ça. Ce serait plutôt pas mal. Ok, super, trop bonne réponse. Ouais, bah écoute, on te le souhaite et on te souhaite bon courage pour la mission. Thomas, merci encore énormément d'avoir pris du temps pour nous et c'est vrai que c'est une énorme fierté de t'avoir pour représenter aussi la France. C'est juste un bonheur. Voilà, je tenais à te le dire. Tout le meilleur pour toi, Thomas. Oui. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être là. Et puis suivez la mission, puis on se verra après. Ça marche avec plaisir. Bonne chance et bon courage. Là-haut, Thomas. Thomas Pesquet qui était avec nous en direct de Houston, tout simplement. J'ai le même humour que lui. Mais non, mais c'est vrai que c'est fou et c'est tellement. Moi, j'avais tellement de questions. Il avait que 15 minutes, donc on n'a pas voulu non plus prendre trop de son emploi du temps. Et c'était trop bien. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir été là aussi.